La stagnation séculaire, c'est l'idée que le monde développé serait entré dans une longue phase de faible croissance. Alors pour bien comprendre le mécanisme, il faut partir d'une représentation simplifiée du potentiel de croissance dont la vigueur dépend de la quantité de capital et de travail engagé dans la production, ainsi que de la puissance du processus d'innovation. Commençons par la déstabilisation la plus évidente, celle produite par le dégonflement de la bulle de crédit de 2007-2008. Ce processus provoque toute une série d'effets en chaîne. D'abord, le désendettement fragilise mécaniquement la demande et dans son sillage l'investissement. Et deuxièmement, l'inflation ralentit. Dans le même temps, les taux d'intérêt réels sont au plus bas et ne peuvent baisser davantage, une situation qui renforce la panne de l'investissement. Une autre conséquence, c'est la destruction de l'assiette fiscale qui nourrit la rigueur budgétaire et pousse tous les agents économiques au désendettement. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer l'incapacité des économies développées à retrouver des rythmes de croissance soutenus, car ces économies peinaient déjà avant 2007 à atteindre le plein emploi et à utiliser pleinement les capacités de production. Et même la succession de bulles financières ne parvenait pas à provoquer une surchauffe. Il faut donc aller chercher les explications de la faible croissance ailleurs. Les technopessimistes mettent l'accent sur une éventuelle panne du progrès technique. C'est l'argument de Robert Gordon qui soutient que la révolution des réseaux a déjà éclusé ses effets et que les objets connectés restent une révolution de deuxième ordre lorsqu'on la compare à celle de la vapeur ou de l'électricité. En conséquence, le progrès technique, qui est une composante immatérielle de la croissance, s'affaiblit et cela veut dire que le rendement attendu des investissements s'affaiblit lui aussi. Il faut ensuite évoquer l'argument du vieillissement de la population. Le ralentissement de la croissance démographique réduit de façon évidente le volume de main-d'œuvre disponible et l'impact sur la croissance est frontal. Une population plus âgée réduit également le potentiel et l'appétence à l'innovation. Enfin, le vieillissement renforce la priorité pour l'épargne et la préférence pour l'inflation la plus faible possible. On peut également évoquer l'effet très direct que la démographie exerce sur la construction. À ce stade apparaît clairement ce qui sera au cœur de la fragilisation durable de notre potentiel de croissance. Les taux d'intérêt, même très faibles, pénalisent l'investissement. La rentabilité du capital est en effet tellement basse que rien ne peut plus stimuler le lancement de nouveaux projets. Il faut enfin évoquer un dernier facteur de fragilisation, c'est la montée des inégalités, c'est-à-dire la concentration d'une masse croissante de revenus entre les mains d'un petit nombre. Une concentration qui contribue premièrement à augmenter l'épargne car les hauts revenus consomment une part moins importante de leurs revenus. Cette situation fragilise structurellement la demande et donc l'incitation à investir. Deuxièmement, la précarisation d'une part croissante de la population qui freine également l'élévation du niveau de formation. Enfin, troisièmement, la concentration croissante du revenu fragilise l'assiette fiscale en raison de l'affaissement des classes intermédiaires, mais aussi parce que les classes favorisées recherchent l'optimisation, voire l'évasion fiscale. C'est dans ce cercle vicieux que s'épuise aujourd'hui la croissance de la zone euro et du Japon, mais aussi que s'érode peu à peu le potentiel américain.